Baban Cinedu. Me ne naga kana wani kun ka wani takure. Haba Ibro, ba dole in takure kaina ba. Kullu na zaune ba na da labari. Komai na zaune a gida. Ina kele abu bai ji daɗi wallahi. Hey, stop. Go and look dunia. You know dunia? I don't know dunia. Yamma. Baka san gidan rediyo da talabijin na duniya ba na Yamai? Na ji ana fede shi. To nan ne za ka ji labarin gidanku, ka ji labarin ƙasarku, ka ji labarin yadda gwamnati take ciki. Kana da tallama nan ne za ka kai ka ji an yaɗa ka. A ina kenan? A duniya. So idan kana so ka saurari labarin duniya, ka je ka kalli duniya, ka saurari duniya. Hey, salamu alaikum. Hey, muna nan tare da gida TV da radio duniya. Duniya. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir, merci d'avoir choisi. Le président de la République participe depuis hier au sommet USA-Afrique qui se tient à Washington. Un sommet qui tisse des liens solides entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Le Premier ministre a lancé ce matin à l'Université Abdou Moumouni de Niamey les travaux de construction d'infrastructures universitaires. Détail dans un instant. Assemblée générale des militants du MNSD Nassara de Tillabéri. Au centre des discussions, soutenir le programme de la Renaissance. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous débutons avec un léger retard dû à l'abondance de l'actualité. Toutes nos excuses donc. Le président Issoufou Mamadou, je le disais tantôt, est depuis dimanche dernier aux États-Unis d'Amérique où il prend part au sommet Afrique-États-Unis, un sommet qui regroupe près d'une cinquantaine de chefs d'État d'Afrique. Le chef de l'État nigérien connaît déjà son homologue américain en 2011 lorsque le président Barack Obama invitait les chefs d'État africains les plus méritants, ceux qui incarnent l'alternance mieux, qui symbolisent la démocratie. Le président Issoufou était du voyage. Par ailleurs, le Niger a été éligible au MCC, Millennium Challenge Corporation. Le pays a rempli les conditionnalités pourtant difficiles de cette organisation américaine. Un programme qui a été porteur pour l'économie du Niger. Les échanges entre le Niger et les États-Unis d'Amérique se manifestent également avec l'AGOA, un instrument d'échange commerciaux entre le Niger et les États-Unis. Nous reviendrons donc sur ce sommet dans nos prochaines éditions. Cela dit, la rencontre USA-Afrique qui se tient les 5 et 6 août aux États-Unis d'Amérique poursuit plusieurs objectifs. Il s'agira de recentrer les accords de coopération entre l'Amérique et l'Afrique. Les chefs d'État parleront d'économie. Le Millennium Challenge Corporation sera également au sujet des discussions. Mais qu'est-ce que le MCC et où en est le Niger par rapport à ce programme? Voici l'analyse de Nourdine Alou. Les chefs d'État africains sont rassemblés aux côtés de Barack Obama aux États-Unis dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique. Il s'agira de recentrer les accords de coopération entre le nouveau et le vieux continent. L'aide américaine à l'Afrique sera recadrée et le président Obama devra dévoiler ses nouvelles propositions pour le développement du continent noir. Il s'agira de démocratie, de respect de la Constitution dans nos pays, de santé, du virus Ebola et bien sûr d'économie. En 2002, le président américain George W. Bush a proposé aux dirigeants africains le MCC, le Millennium Challenge Corporation,
Il s'agira d'un fonds américain de développement bilatéral destiné aux pays africains dans le cadre du Compact Assistance. C'est un fonds qui sera, selon les États-Unis, investi pour la lutte contre la pauvreté d'une façon globale et de manière spécifique dans l'éducation, la scolarisation de la jeune fille, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté dans le secteur public, l'amélioration du climat des affaires, l'entrepreneuriat et enfin dans la facilitation des affaires foncières sur l'étendue du territoire. Les États-Unis ont posé quelques conditions pour être éligibles au MCC. Mais globalement, il faut être un pays pauvre où la plupart des habitants vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Les pays éligibles devront aussi montrer leur bonne volonté et faire des efforts en matière de démocratie et de libertés fondamentales. En 2009, le Niger a été suspendu du Millennium Challenge Corporation lorsqu'il y a eu rupture de la Constitution avec le président Tanja Mamadou. Une situation qui ne sera rétablie qu'en 2011 avec l'arrivée des nouvelles autorités. En 2011, le Niger a bénéficié déjà de 23 milliards de dollars US à investir sur 3 années. Le président Issoufou Mahamadou, présent au sommet USA-Afrique, a dans son agenda des propositions pour la poursuite de ce programme. En définitive, le Millennium Challenge Account, proposé en 2002 par le président George W. Bush, est un projet qui suscite beaucoup d'espoir et en même temps quelques craintes. S'agit-il d'une révolution dans l'aide des États-Unis? Oui, car il permet d'expérimenter de nouvelles pratiques en tentant d'abstraire à l'aide des considérations politiques ou d'influence. Par ailleurs, il ne prend pas toujours en compte les priorités des États africains. Je le disais tantôt, le président Issoufou Mahamadou est depuis dimanche dernier aux États-Unis d'Amérique où il prend part au sommet Afrique-États-Unis, un sommet qui regroupe près d'une cinquantaine de chefs d'État d'Afrique. Le chef de l'État nigérien connaît déjà son homologue américain. Quel sens donner à cette rencontre historique? Élément de réponse avec Isidore Banaba. Il s'agit pour les États-Unis, à travers ce sommet, de tisser des liens économiques solides avec l'Afrique, considérée comme une zone prometteuse. Si l'économie était l'objectif principal, certaines réalités du continent africain ont été abordées au cours de la première journée. En effet, la question de l'alternance politique, la limitation des mandats présidentiels, le respect des droits de l'homme ont constitué l'essentiel des débats du lundi 4 août. John Kerry a appelé les chefs d'État à ne pas s'approcher au pouvoir et à veiller à l'état de droit. Le vice-président Joe Biden, pour sa part, a mis l'accent sur la bonne gouvernance en appelant les leaders africains à lutter contre le cancer de la corruption. Ce mardi 5 août, les débats ont porté sur l'économie, notamment du commerce et des investissements. Le président américain envisage d'annoncer que l'ensemble des entreprises américaines comptent investir environ 14 milliards de dollars, soit environ 7 000 milliards de francs CFA en Afrique, dans les secteurs de l'énergie propre, de la construction, de la technologie de l'information et les banques. Les dirigeants américains espèrent aussi voir s'installer en Amérique des entreprises africaines. Toujours dans les débats économiques, il sera question de l'AGOA, African Growth and Opportunities Act. Cet accord de libre-échange, accordant des avantages commerciaux à certains produits africains, arrive à terme en 2015. Pourtant, les leaders africains souhaitent que le programme soit prolongé. Côté américain, on reconnaît que le programme AGOA, débuté en 2000, n'est plus adapté et doit être renouvelé. Au cours de ce sommet historique, d'autres questions cruciales seront abordées, car l'un des objectifs centraux de cette rencontre est de trouver les moyens de renforcer les capacités africaines dans le maintien de la paix et de la résolution des conflits. Ainsi, la question d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, les atrocités de Boko Haram au Nigeria seront abordées. Ce sommet, qui se termine demain mercredi 6 août, devrait permettre aux dirigeants de l'Afrique, notamment francophones, de redorer l'image de leurs pays respectifs, souvent vus par les Américains comme des États éternellement condamnés par les crises alimentaires, les rébellions et les guerres civiles. Ceci devra aussi nouer des relations avec des hommes d'affaires américains. Vous le savez déjà, la presse nigérienne est en deuil depuis le 3 août dernier avec la disparition subite de Wilfred Mama,
De son vivant, chef de programme de la radio alternative, le groupe de presse Dunia lui rend un dernier hommage à travers ce portrait signé Hima Sebi. Journaliste de formation, Wilfried Mama, alias Willy, pour les amis, est né en 1964 au Bénin. Il fut l'un des grands animateurs de la presse écrite nigérienne. Il servit successivement au journal Haské et il fondait avec ses collaborateurs le satirique Moustique avant de rejoindre le journal Alternative, puis le groupe Alternative Espace Citoyen, où il occupait le poste de chef programme Médias et contrôle citoyen de l'action publique jusqu'au dimanche 3 août 2014, date à laquelle la mort l'a surpris. De son vivant, homme courtois, affable, ses collègues de travail lui rendent un dernier hommage. On est affectés, nous tous ici à Alternative. Moi, je fais partie des personnes qui le connaissent de plus longue date, puisque on a travaillé ensemble avant même la création d'Alternative. Dans le cadre de notre journal où j'étais son stagiaire. C'est très triste. En même temps, on retiendra qu'il n'est pas mort couché quelque part. Il était sur son lieu de travail. Il a travaillé toute la journée. Il était en train de former quelqu'un et il travaillait en même temps. Donc ça aussi c'est quelque chose à relever. La mort l'a surpris vraiment, pratiquement on peut dire, sur son lieu de travail. C'est pas rien, ça montre quand même que c'est quelqu'un qui aime son travail. Le jour-là, toute l'équipe était là, on était tous en dehors. Et c'est comme s'il a attendu qu'on revienne. On est juste arrivé, on a constaté. Donc c'est comme s'il restait faire aussi un peu ses adieux en quelque sorte à tout le monde. 2 jours avant, c'est lui-même qui avait fait aussi une de ses activités dans le cadre du projet qu'il coordonnait. Le souvenir qu'ils ont gardé, c'est cette intervention qu'il faisait lors de la revue citoyenne de la presse dans le cadre du projet qu'il coordonnait. La mort fait partie de la vie. C'est notre destin à tous. Un jour, on va partir et prier que la personne trouve une situation bien meilleure que celle qu'il laisse ici. À 50 ans, Wilfried Mama, agent de publication par ordinateur hors pair, dont la compétence n'est plus à démontrer, nous a quittés à jamais et laissant derrière lui une veuve et 3 enfants. Dans cette circonstance douloureuse, l'ensemble du personnel du groupe de radio et télévision Dunia présente leurs sincères condoléances à sa famille éplorée, à ses amis, ses collègues, l'ensemble de la presse nigérienne et à son beau-frère Mamadou Aboubakar, agent de Dunia. Ouverture ce matin de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. À cette occasion, le président de cette institution a livré un important discours qui appelle à l'apaisement, discours que nous décrypte la télévision Dunia. Après l'hymne national et l'appel nominatif des députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale a, dans un discours responsable et de sagesse, souhaité ses meilleurs vœux après le mois béni de Ramadan, un mois plein de vertus où il est recommandé aux musulmans de se pardonner. Permettez-moi à l'occasion de cette heureuse circonstance d'adresser au nom de l'Assemblée nationale nos meilleurs vœux à l'ensemble des femmes et des hommes musulmans ou non vivants dans notre pays. Que Dieu le Tout-Puissant accepte nos repentances, exauce nos vœux, lorsque repentance et vœux visent l'intérêt de tous, ou à tout le moins sont exemptes de malveillance envers autrui. Qu'Allah ait pitié de notre pays, allège le fardeau des tourments qui l'accablent, et nous accorde dans le même temps sa miséricorde en descendant ses bienfaits sur le Niger et son peuple. Mamadou a poursuivi son allocution tout en déplorant les péripéties ayant marqué la vie du Parlement lors de la dernière session il y a à peine 2 mois. C'est pourquoi je voudrais demander aux députés de l'opposition, en particulier,
de reconsidérer leur décision de boycotter les organes de travail de l'Assemblée nationale en se faisant violence pour reprendre leur place, toute leur place dans les différentes instances de l'institution. Mais je demande également aux députés de la majorité de reconnaître que leur devoir envers le peuple nigérien est de contribuer à faire respecter la configuration politique du Parlement au sein de tous les organes. Car autrement, quoi qu'on en dise, sans la représentation effective de l'opposition conformément à son poids au sein du bureau, la Constitution est violée. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas également manqué de souligner le principal objet de la présente session. Si nous nous retrouvons ici aujourd'hui, c'est surtout pour examiner en vue de son adoption le premier collectif budgétaire au titre de l'exercice 2014 et de créer par voie législative 4 nouvelles universités, Agadez, Dosso, Difa et Tillabéri. Avant de terminer son allocution, Mahamadou a prié le Tout-Puissant afin que la saison de pluie se prolonge au-delà de septembre pour avoir des récoltes abondantes. Par rapport au classement du Niger en matière d'indice de développement, le président de l'Assemblée nationale l'explique à travers l'autosuffisance alimentaire, domaine dans lequel beaucoup reste à faire. La seule conclusion valable qu'il faut tirer de ce classement qui heurte notre orgueil national est que le Niger a besoin de réformer son agriculture pour nourrir décemment sa population à travers une meilleure utilisation de son formidable potentiel humain et vaincre les causes multiples de son retard sur le reste de l'humanité. En somme, voilà le contenu du discours du président de l'Assemblée nationale devant les honorables députés. La cérémonie a pris fin sous une note de satisfaction. Voilà, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Lawali Adamou. Monsieur Lawali Adamou, vous êtes coordinateur du mouvement actif pour le progrès MAP. Bonsoir, Monsieur Lawali. Bonsoir, monsieur. Monsieur Lawali, depuis un certain temps, il y a une affaire qui défraie la chronique. Il s'agit de l'affaire des bébés. Qu'en pensez-vous de cette affaire? Merci. Avant de commencer le vif du sujet, permettez-moi de souhaiter la bonne fête à tout le groupe Radio-Télévision Dunia et à toute la Oumma islamique du Niger à l'occasion de la fête de Ramadan. Et maintenant, par rapport à la question dont vous venez de me poser, sur l'affaire des bébés importés ou les bébés achetés, vous savez que ça c'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Donc vous avez suivi la dernière fois la sortie médiatique du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui dans son intervention, il a bel et bien dit que la justice doit être faite à tous les Nigériens et à tous ceux qui sont concernés dans cette affaire. Donc, raison pour cela, nous, acteurs de la société civile, vraiment, nous sommes vraiment touchés par cette affaire et c'est pour cela que nous avons voulu bien nous exprimer par rapport à cette question. Donc, compte tenu déjà que le premier magistrat du pays et le premier, le juge, le ministre de la Justice a parlé déjà sur cette affaire et qu'il a dit que toute la justice soit faite. Nous considérons que vraiment ce qu'il a dit, on a à regarder là-dessus. Parce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui d'autres citoyens nigériens qui sont impliqués dans la même affaire, accroupissent en prison pendant plus de 45 à 2 mois aujourd'hui dans les prisons, et d'autres citoyens sont en liberté, ils jouissent bien de leur liberté, ils sont chez eux, ils dorment bien tranquillement. Et jusqu'à même, ils se permettent de faire des conférences pour dire qu'eux, ils ne se reprochent rien. Pour cela, vraiment, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, tout ce que nous voulons que le pouvoir public, le gouvernement prenne ses responsabilités et que vraiment le président de la République, en tant que premier chef suprême de ce pays, puisse mettre fin à cette affaire des bébés importés et que la justice puisse accomplir son travail. Et pour raison pour laquelle nous appelons le président de la République à mettre fin, si on peut le dire, aux fonctions du ministre d'État qui est avec lui. Et puis par rapport au président de l'Assemblée qui ce matin même nous avons vu qu'il est en train de donner une leçon de morale à d'autres personnes, aux pêcheurs de l'Assemblée. Nous pensons que ça c'est irresponsable. Ce monsieur doit quand même
laisser toutes ces tâches qui lui sont allouées aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale pour se porter au niveau de cette justice et puis se faire entendre. Si la justice le blanchit, il n'y a pas de problème, il revient faire ses activités. Nous ne voyons pas du mal en cela. Mais quand même, aujourd'hui, nous disons que la justice, comme l'avait dit le ministre de la Justice, il faut qu'elle soit légale, il faut qu'elle soit une équité pour tous les Nigériens et tous les Nigériens doivent passer devant la justice. Voilà, donc cette affaire, je le disais tantôt, défraie la chronique au Niger comme à l'international. Selon vous, quelles seront les conséquences de cette affaire sur tous les plans politiques, économiques, sociaux et autres pour le Niger? Vous savez que cette affaire, je vous dis, elle a été vraiment entachée de beaucoup de paroles. Et revenons encore toujours au discours du ministre, à l'intervention du ministre de la Justice, Garde Sceaux, qui avait dit que le Niger a été même félicité parmi plusieurs pays africains, compte tenu de tous les efforts que le Niger a fait par rapport à cette affaire des bébés importés. Donc, si cela étant vrai, donc nous pensons que le Niger a été chuchoté par des pays africains et d'autres pays même de l'Europe et même de l'Asie et de l'Amérique. Donc, compte tenu de cela, nous, en tant que société civile, nous pensons que pour grandir le Niger, il faut que les choses suivent leur cours normal et dans la plus haute responsabilité. Et nous voulons que la justice accélère, parce que ça ne sert à rien que la justice bloque, ou c'est pas la justice qui bloque, il faut que ceux qui bloquent laissent couler les choses pour que la réalité sorte au grand jour et pour faire grandir le pays. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, un pays dont un ministre de la Justice qui sort dire que vraiment le Niger est sorti grandi et que même les pays, d'autres pays sont en train de féliciter notre pays. Donc pourquoi ne pas laisser finir cette affaire pour que sur le plan social, sur le plan économique, les partenaires redonnent encore une fois de plus leur confiance à notre pays, parce qu'ils vont dire que vraiment tout ce que nos autorités sont en train de dire, ils sont en train d'appliquer ça à la règle et que ça vraiment c'est une prouesse. Il faut féliciter le pays et il faut féliciter les dirigeants de ce pays. Un autre dossier fait la une depuis 2 jours. Il s'agit de l'affaire Taïwan soulevée par le journal L'événement. Cette affaire fait suite à un prêt de 10 millions de dollars par l'ancien président Maman Ousmane. Selon nos sources, le Niger serait sommé de rembourser cette somme. Qu'en pensez-vous? Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons que c'est triste quand même. Et en entendant cette histoire de 10 millions de dollars que l'ancien président de la République, Maman Ousmane, aurait dû emprunter avec la Chine en son temps qu'il était président de la République. Et pour cela, nous disons que si c'est une réalité, parce que nous tous, nous avons suivi à travers votre confrère, le journaliste Aksar, qui a relaté les faits et dont nous avons suivi par rapport à tout ce qu'il a dit, nous avons compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en disant que la première tranche que l'État du Niger a octroyée auprès de la Chine, les traces ont été vues au Trésor Niger. Mais par rapport aux 10 millions de dollars que Maman Ousmane a emprunté, il n'y a aucune trace. Donc ça veut dire que ça, on a utilisé le peuple nigérien pour détourner de l'argent au nom du peuple nigérien. Donc il faut que justice soit faite au peuple nigérien. Et nous demandons à tout le peuple nigérien de se mobiliser pour que par rapport à cette affaire de 10 millions de dollars, l'ancien président Maman Ousmane, en tant que premier démocratiquement élu à qui le peuple nigérien a fait confiance et qu'il a trahi ce peuple, il faut que ce peuple demande à ceux que Maman Ousmane soit jugé et ceux que Maman Ousmane rembourse ses fonds. Il ne faut pas que ça compte sur l'État du Niger. Ou bien si c'est l'État du Niger qui va rembourser ses fonds, il faut que l'État du Niger poursuive l'ancien président Maman Ousmane pour qu'il rembourse l'État du Niger ces fonds-là qu'il a octroyés et qu'il est venu faire la bamboula avec, comme nous avons entendu, il a distribué de l'argent. Tandis que les autres Nigériens attendent aussi qu'ils gagnent quelque chose, n'ont rien eu. Et aujourd'hui, voilà, cette affaire sort au grand jour. Bien qu'on dit que ça fait 10 ans, mais cette affaire n'a jamais été portée devant les juridictions. Donc c'est l'heure maintenant où vraiment l'État du Niger doit amener cette affaire devant les juridictions, ou bien que nous, peuple du Niger, nous demandons à l'État du Niger, à travers une action populaire que nous allons mener, pour demander à l'État du Niger vraiment de mettre le président Maman Ousmane à l'exposition de la justice pour donner des explications par rapport à ces 10 millions de dollars qu'elle a octroyés au de la Chine populaire. Des rumeurs courent que cette affaire a été soulevée pour uniquement atteindre l'actuel ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed. Vous en pensez quoi? Bon, ça c'est le politique. Je pense que si c'est des rumeurs qui courent pour atteindre l'actuel ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, je pense que l'auteur de la rédaction qui a fait sortir ce titre, à notre connaissance,
il est proche de l'actuel ministre des Affaires étrangères. Donc il savait que ça allait toucher l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et je pense que ça aussi, ça a été fait suite à une interview de l'ancien ministre, l'ancien député Sanoussi Jakou. Moi, je pense que même si Bazoum, en tant que ministre des Affaires étrangères actuel, est dans cette affaire, comme la justice est pour tous les Nigériens et pour tous les citoyens, je pense que lui-même, s'il doit s'expliquer, il doit s'expliquer. Mais moi, je ne pense pas que cette affaire, c'est pour attendre au ministre d'État Bazoum et pour que l'affaire est sortie. Mais ce qui est sûr, le journaliste, en fouillant les traces et les dossiers, il a pu trouver vraiment voilà quelque chose qui s'est passé et il faut que le peuple nigérien soit au courant. Et le peuple nigérien aujourd'hui étant au courant, le peuple nigérien veut qu'on fasse vraiment la clarté là-dessus. Si c'est vrai, il faut donner ça devant les juges. Maintenant, c'est aux juges de mener des enquêtes pour savoir qui ça concerne cette affaire. Et d'autre part, je vous dis que cette affaire maintenant, l'affaire du bébé et toutes ces affaires de Tewan, nous en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons commencé et nous n'allons pas arrêter. On doit suivre cette affaire jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que je vais profiter de votre antenne pour lancer déjà un appel à toute la population nigérienne, surtout la population de la région de Niamey, que nous allons continuer à mener des actions jusqu'à ce que nous attirons la justice et le gouvernement à faire la lumière sur toutes ces affaires pendantes devant la justice nigérienne. Et nous allons peut-être dans les prochains jours même organiser un grand meeting géant dont vous serez au courant pour que vraiment le peuple sache que nous maintenant nous prenons les choses en main. Même s'il y a un silence complice, on va voir là où on va débloquer la situation et que la vérité va sortir au grand jour. Merci, M. Lawali Adamou. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du mouvement actif pour le progrès MAP. Merci une fois encore et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Cela dit, le collectif des avocats du mouvement national pour une société de développement MNSD Nassara soutenant l'action gouvernementale a animé hier une conférence de presse. C'était au siège du bureau communal de Niamey. L'objectif de ce point de presse est d'apporter des précisions sur les procédures judiciaires en cours impliquant les deux ailes du parti. Isidore Banaba. En rencontrant la presse, le collectif des avocats du mouvement national pour une société de développement MNSD Nassara, l'aile Albadé Abouba, dit vouloir apporter des éléments d'éclaircissement sur les procédures judiciaires en cours concernant l'affaire qui oppose leurs clients au chef de file de l'opposition et donner son appréciation sur le Conseil national du parti tenu à Zender. À Maître Marc Lebien de relever le caractère illégal du Conseil national. Nous avons été surpris que ce Conseil national se tienne en violation de tous les textes du parti et mieux, en violation d'une décision de la Cour constitutionnelle qui dit que dès l'instant où, concernant une exclusion, il y a une décision au fond, cette décision donc est suspensive jusqu'à ce que la juridiction tranche. Nous avons l'arrêt devant nous. Qu'un conseil ou qu'un semblant de conseil a été tenu en violation de la loi et en toute illégalité dans une résidence privée. Relativement à ce conseil, le collectif des avocats de l'aile Albadé dit ne pas être en possession de la liste des participants. Je dis que ce conseil est également illégal dans la mesure où nous avions demandé à ce que la liste des membres de ce conseil national nous soit produite. La liste n'a jamais été produite. Mieux, nous avons fait une sommation par voie d'huissier pour nous donner la liste des participants à ce soi-disant Conseil national. Jusqu'à ce jour, cette liste ne nous a pas été communiquée. Les avocats projettent d'attaquer en justice toutes les décisions issues de ce Conseil. Nous avons esté en justice pour faire déclarer illégale la décision prise par le Bureau politique national. Or, il nous semble que le Conseil national qui se serait tenu à Zender n'aurait fait que confirmer la décision du Bureau politique national qui a prononcé l'exclusion. Mais comment est-ce qu'une instance peut confirmer une décision qui est nulle et de nul effet? Ça veut dire que le Conseil national n'a fait que confirmer la nullité de la première décision. En tout cas à notre égard. C'est pour ça qu'il est évident que nous allons bien entendu attaquer cette décision, non seulement pour les convocations qui sont nulles et de nul effet,
et ensuite la décision qui elle-même, bien sûr, qui en est issue, qui est également nulle. C'est dire que la décision d'exclusion prise contre les militants qui réclament du MNSD, mais décidés à embarquer dans le bateau de la Renaissance, a déclenché un marathon judiciaire qui risque d'être long. Restons toujours avec le MNSD Nassara où les militants de la commune urbaine de Tillabéri qui soutiennent le gouvernement ont organisé une assemblée générale le samedi dernier au siège du parti. Objectif, accueillir les militants du Modène Falumana du village de Néné qui ont regagné leur camp. Compte rendu Ismaël Beidi et Salissou Souley. Manifester leur joie à l'endroit de ces nouveaux militants pour leur adhésion au MNSD Nassara El Albadé Abouba et apporter leur soutien aux actions de la renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou. C'est l'objet principal de cette assemblée générale organisée par les militants et sympathisants du MNSD Nassara de la commune urbaine de Tillabéri, à l'honneur des militants du Modène Falumana, du village de Néné, en leur tête le conseil communal Salou Kodo, qui ont décidé de quitter définitivement leur formation politique, corps et âme, pour désormais militer aux côtés du MNSD Nassara El Albadé Abouba. Quand MNSD Morko Boué inde jamano ka kir kamo irman ka kande bina follon ay siko bor foga ay siko bor hinkaga ir bore kanka ay bore ne we isinde setu gure moru gay bay ay ga moru bay za manda jinaga kalir ka manda hinka ay mandonda ay ko gura ay ne bonguna ay ka kaga ay hasay ne ga na se ba ce fay manne moru ko boy aga bay ha kan ta gay ay ga bay ha kan no suba jirbi hinka ay ka newo ay man fatakal lumana gano ay fatta haka ne honwo chino bor foyon isiga kani ay bumbo de man gabay bon ay sikani amay bor cintara ngane kanda ne here ay gaba amate bor cintare tabbatante. Le président de la coordination départementale MNSD Nassara de Tillabéri, Mourou Kaboye, s'est réjoui de cette adhésion de masse avant de s'exprimer en ces termes. Permettez-moi de vous remercier d'avoir rejoint aujourd'hui le camp de la vérité. Je l'avais dit ici que c'est le camp de la vérité. Et vous voyez que de jour en jour, ce que j'avais dit se réalise. Ces villages-là, ils sont là, ces militantes et ces militants. Nous n'avons même pas été les voir. Ce sont eux qui ont cherché les contacts avec nous. Ce sont eux qui ont décidé de venir volontairement. Ce sont eux qui ont constaté que parmi toutes ces années, on les a négligés. On les a asservis. Donc ils ont décidé de venir avec nous pour construire notre beau pays. Les militants de la coordination départementale MNSD Nassara de Tillabéri ont mis à profit cette assemblée générale pour rendre publique une déclaration dans laquelle ils ont retiré leur confiance à Seynou Oumarou et apportent leur soutien aux autorités de la 7e République. 1. Nous retirons notre confiance à M. Seynou Oumarou, disqualifié pour diriger désormais notre parti. 2. Nous félicitons son Excellence, le ministre d'État Albadé Abouba et ses camarades, militants du MNSD Nassara, membres du gouvernement, pour leur courage et leur clairvoyance à discerner et à défendre les intérêts supérieurs du Niger contre les atermoiements et les hésitations sans fin de certains camarades qui n'ont pas encore compris les enjeux politiques du moment. 3. Nous apportons notre soutien indéfectible au gouvernement de la 7e République pour ses multiples actions de développement. 4. Nous encourageons le président de la République pour ses actions salvatrices au profit du Niger, dont la conception et la mise en chantier du programme de la Renaissance. Notons qu'auparavant, le président des jeunes de la coordination MNSD Nassara de Tillabéri, Hassoumi Soumana, a expliqué aux militants la situation du parti
avant de les appeler à cultiver la cohésion au sein de leur formation politique et de rester mobilisés autour de leur leader Albade Abouba. Avec ces vagues d'adhésion au profit du MNSD Nassara El Albade Abouba, le parti gagne de plus en plus en électorat dans la région de Tillabéri. La renaissance du Niger, rôle et responsabilité des jeunes, c'est le thème retenu pour la première édition du forum départemental organisé par l'organisation des jeunes Tareya du département d'Ilela dans la région de Tawa. Plus de précisions dans ce commentaire signé Asman Amadou et Mahaman Rabiou. Vu que la population de la région de Tawa est constituée à plus de 50% de jeunes, vu l'aspect mobilisateur de ce genre du forum pour le rayonnement du parti, vu le caractère actif et la disponibilité des jeunes Tareya de la région de Tawa, les participants au forum départemental de la jeunesse Tareya, tenu du 2 au 3 août 2014 à Ilela, sur le thème « La renaissance du Niger, rôle et responsabilité de la jeunesse » recommande au Ben une forte implication de la jeunesse dans la prise de décisions qui concernent la vie du parti, le financement des micro-projets d'insertion socio-professionnelle de jeunes, faire les plaidoyers en faveur de la jeunesse pour une implication effective tout au long de la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Une forte implication des jeunes leaders dans la sensibilisation des populations par rapport aux fichiers biométriques. Au BEF, instaurer la tenue de ce genre de rencontres dans tous les départements de la région de Tawa chaque année. La tenue d'un forum régional chaque 2 ans. Une bonne politique de promotion de la jeunesse par l'implication de ces structures. Une bonne politique d'encadrement, de formation et de parrainage de jeunes du parti. La préparation des militants sur le recensement relatif au fichier électoral biométrique au niveau de toutes les instances du parti. Un meilleur suivi de conclusions et recommandations issues du forum au niveau de toutes les instances du parti. À l'OJT départemental, une forte mobilisation des militants à l'occasion de ce genre de rencontres. Autre aspect de ce journal, la cérémonie de lancement officiel ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey des travaux de construction de 4 amphithéâtres de 1000 places et de 4 cités universitaires de 1200 lits chacune dans les universités de Maradi, Niamey, Tawa et Zender. C'est le Premier ministre Brigitte Raffini qui a procédé à la pose de la première pierre de ces travaux. Compte rendu Murtala Zouberou, Boubacar Imran Meiga. Cérémonie organisée par le ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation avec l'appui technique du commissariat chargé à l'organisation des grands événements COJ marque le lancement officiel des travaux de construction de 4 amphithéâtres de 1000 places chacune et de 4 cités universitaires de 1200 lits chacune dans les 4 universités du pays, à savoir Maradi, Niamey, Tawa et Zander. De prime abord, c'est le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens qui a pris la parole pour remercier les autorités de la 7e République pour cette initiative. À son tour, le vice-recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, dans son allocution, a aussi salué cette initiative du gouvernement nigérien qui vient ainsi améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Notre institution compte aujourd'hui plus de 15 000 étudiants inscrits, ce qui, à l'évidence, pose d'énormes problèmes, tant sur le plan des ressources humaines que des infrastructures et équipements. En effet, c'est même un truisme que de dire les 5 facultés et l'école normale supérieure ont largement dépassé leur capacité d'accueil. En tant qu'université publique, notre institution
aurait bien voulu assurer la formation à tous les Nigériens, remplissant les conditions d'accès. Mais dans la réalisation de ce noble objectif, nous échoppons souvent sur des difficultés de divers ordres, parmi lesquelles figurent en bonne place celles relatives aux infrastructures et aux équipements divers. Au ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation de démontrer combien les autorités de la 7e République se soucient de l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants des différentes universités de notre pays. Cette journée témoigne de l'engagement personnel de son Excellence Al-Hajj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de celui du gouvernement de la République du Niger, au premier rang duquel se trouve son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, à faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation le piédestal du développement économique et social du Niger et sa voie de sortie des affres du sous-développement vers les cieux de l'émergence. En tant que ministre en charge de ce département ministériel, il est heureux que je prenne part à la réalisation des promesses faites par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, et son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants dans toutes les cités universitaires publiques du pays. L'initiative est également saluée par les recteurs des différentes universités concernées. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une cérémonie très heureuse pour plusieurs raisons. D'abord, elle nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes d'équipement, d'infrastructures et des problèmes sociaux auxquels les universités sont confrontées. C'est tel investissement vient soutenir l'effort du gouvernement dans l'économie du savoir. Alors cette occasion nous réjouit beaucoup, d'autant plus que nous, à l'Université des Anders et même celle des autres régions, qui sont des universités qui viennent de démarrer, eh bien, la réalisation d'infrastructures nous encourage au développement même de nos institutions. Nous avons été vraiment animés par une grande joie parce que la construction d'un amphi de 1000 places et d'une cité de 1200 logements, 1200 places, viendra en tout cas résoudre des problèmes auxquels l'Université de Maradi est confrontée. Ces travaux qui seront exécutés par l'entreprise de construction Watamba du Burkina Faso et Nativa, capitale de Londres, sur un délai de 18 mois a coûté 24 milliards de francs CFA. La pose de la première pierre de ces travaux par le Premier ministre, suivie de la présentation de la maquette de ces œuvres, ont mis fin à cette cérémonie. Cérémonie officielle ce matin au groupement de la police nationale du quartier Gamkale d'un important lot de matériel technique de l'identité judiciaire destiné au service de la sécurité intérieure. Un don qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAGED. Compte rendu Omar Hamma et Jamilou Oumarou. Cette cérémonie de remise de matériel technique de l'identité judiciaire, composée de 123 mallettes de constatation ou kits empreintes, 26 mallettes de constatation dites kits de scène de crime, 139 mallettes dites prélèvement d'empreintes, des nécessaires de transferts dactyloscopiques, des matériels de protection et autres matériels destinés au service de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale. Ce don de la coopération de l'Union européenne est la deuxième phase du programme d'appui à la justice et à l'état de droit. Une volonté du PAGED qui vient à point nommé renforcer les capacités de la chaîne judiciaire du Niger. Ces matériels sont d'une importance capitale pour les services d'identité judiciaire dans leur noble mission de recherche d'indices et de preuves permettant la manifestation de la vérité dans les affaires judiciaires. Cet appui considérable vient à un moment où nos services techniques d'investigation en ont cruellement besoin dans un contexte aussi particulier de criminalité sous toutes les formes. Le représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi l'occasion pour remercier au nom des autorités de la 7e République
la délégation de l'Union européenne pour ses efforts significatifs. Depuis la première phase du programme d'appui à la justice et à l'état de droit, je dois le rappeler, pour m'en féliciter, la coopération de l'Union européenne a fait de ses interventions sur la chaîne judiciaire de notre pays une de ses priorités. Cette volonté s'est illustrée par la restructuration du laboratoire de police technique et scientifique, la formation qualifiante des inspecteurs de police judiciaire de la Garde nationale du Niger, la création de 5 brigades de pistes à vocation judiciaire de la Garde nationale et leur dotation en moyens roulants. Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer une fois de plus les remerciements des plus hautes autorités de la Ve République à la délégation de l'Union européenne, très bien représentée ici, pour les efforts inlassables qu'elle ne cesse d'apporter à nos vaillantes forces de sécurité intérieure. Quant aux représentants de l'Union européenne, il a expliqué les intentions de son institution dans les domaines de la sécurité. Et je voulais profiter un peu pour expliquer la position de l'Union européenne, notre position dans le domaine de la sécurité, dans le secteur de la sécurité. On peut dire que c'est un peu nouveau pour nous, l'Union européenne, ce secteur de coopération, la sécurité, mais ça a été bien sûr de nous introduire dans ce secteur, ça a été dit à l'évolution depuis quelques années, disons, de la menace sécuritaire, de la menace terroriste au Niger, bien connue par tout le monde. Donc c'est depuis, je dirais, 2011-2012 qu'on a pensé à introduire dans notre programme ces projets, ces appuis dans le secteur de la sécurité. Et on a utilisé notamment les projets PAGED, la deuxième phase du projet PAGED qui a démarré en 2012, dans lequel on a mis une composante pour la justice, pour le secteur de la justice, bien sûr, qui était plus traditionnel, et une composante pour le secteur de la sécurité. Cette action salutaire de l'Union européenne à l'endroit de notre pays intervient au moment où le Niger s'est engagé fortement dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Vous suivrez en partie magazine de ce journal l'intervention du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable lors de la cérémonie de la fête de l'arbre commémorée le 3 août dernier. La présidente de la Fondation Tatali Iyali, Dr Lalla Malika Issoufou, a fait don hier d'un groupe électrogène d'une capacité de 15 kVA à la maternité Talaye. Un geste hautement humanitaire qui s'inscrit dans le cadre des activités de la dite fondation. Le compte-rendu est signé Ibrahim Ide Halimatou Abdou. 7 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce groupe électrogène de 15 kVA et à démarrage automatique offert par la première dame Dr Lalla Malika Issoufou à travers la fondation Teteli Iyali à la maternité Talaye après 17 ans d'existence. Un groupe électrogène qui répond à l'attente des agents et des patients de la maternité. C'est aujourd'hui un grand jour pour tout le personnel du CSI Talaye et des malades qui vivent des moments difficiles lors des coupures intempestives pendant plusieurs années. C'est vraiment un ouf de soulagement. Nous sommes très touchés par ce geste combien inoubliable que vous venez de faire à notre égard. Que Dieu vous le reconnaisse et qu'il continue à vous accompagner dans toutes vos œuvres de bienfaisance de tous les jours. Ce groupe électrogène vient ainsi soulager les souffrances des femmes venues pour les soins sanitaires dans cette maternité. Une maternité qui enregistre au moins 10 accouchements par jour. Merci pour ces gestes qui nous vont droit au cœur et nous vous rassurons qu'il sera utilisé à bon escient et il va servir surtout pendant les nuits et les longues coupures qu'on connaît. Mais au-delà de ce groupe, nous souhaitons que les coupures d'électricité cessent. C'est un souhait. Le temps que ces coupures-là cessent définitivement, nous souhaitons avoir d'autres groupes pour d'autres maternités au Niger. Une occasion saisie par la présidente de la fondation Teteli Iyali pour visiter les lieux. Il faut noter que c'est grâce à un reportage réalisé par votre chaîne, la télévision Dunia, sur le manque de groupes électrogènes dans cette maternité et
ses conséquences lors des coupures intempestives de la Nigélec que la première dame a tenu à réagir. Ouverture de l'atelier de formation de lancement ce matin du projet Activités habilitantes relatives à l'actualisation du plan national de mise en œuvre PNMO. Objectif examiner et actualiser le plan national de mise en œuvre PNMO, de le faire approuver par le gouvernement et le transmettre à la conférence des parties de la convention de Stockholm. Compte rendu Aïssata Ibrahim et Sambo Zam. La Convention de Stockholm est un traité international environnemental visant à protéger la santé humaine et l'environnement vis-à-vis des polluants organiques persistants et leurs déchets. En effet, ces polluants sont des produits chimiques industriels et des pesticides qui sont des composés organiques qui résistent à la dégradation chimique, biologique et photolytique dans l'environnement. L'objectif de la Convention est de sauver les vies humaines et animales et de protéger la nature en débarrassant la planète des dioxines et furanes et des pesticides extrêmement dangereux. Les produits organiques persistants, c'est des produits chimiques qui ont été élaborés pour le bien de l'homme. Mais il se trouve qu'ils sont dangereux pour la santé et pour l'environnement. Et ils sont rémanents. Donc ils peuvent exister dans la nature, dans la chaîne alimentaire, dans notre organisme, le plus longtemps que possible. Mais ils n'ont pas des effets immédiats sur la santé. Ils ont des effets à long terme. Donc on peut accumuler ces déchets, ces produits chimiques dans notre organisme, mais les séquelles peuvent survenir 10 ans après, 20 ans après. Donc ils ont des effets rémanents. Oui. Ils persistent dans la nature, ils persistent dans la chaîne alimentaire. Il persiste dans le tissu adipeux de l'homme ou de l'animal. La réunion marque également une étape importante dans le processus de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants dans le pays, qui a signé et ratifié cette convention respectivement en octobre 2001 et février 2006. Une convention qui porte sur 14 pesticides et 7 produits et sous-produits chimiques industriels. Les activités habilitantes relatives à l'examen et à l'actualisation du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm permettront de combler les lacunes et de prendre en compte les 9 nouvelles substances chimiques qui viennent s'ajouter aux 12 premières. Notre pays accorde une importance à la protection de la santé humaine et à l'environnement qui cadre bien avec les objectifs visé par la Convention de Stockholm en tant que traité international de règlement des POPs, en d'autres termes, des produits chimiques rémanents. La mise en œuvre des activités de ce projet prévoit l'identification et la sensibilisation des principales parties prenantes impliquées dans l'importation et l'exportation des produits contenant les POP, objet du présent atelier. L'inventaire de nouveaux produits et l'examen du plan national de mise en œuvre, l'évaluation des moyens d'action nationaux et la définition des priorités pour la gestion des nouveaux produits et enfin la validation et la transmission du plan national de mise en œuvre à la conférence des parties à la Convention. À l'instar de la communauté internationale, le Niger a fourni des efforts appréciables de normalisation et de gestion saine des pesticides et des produits chimiques industriels. Ceci s'est traduit par la signature et la ratification des accords multilatéraux sur l'environnement dans les domaines liés à ces substances chimiques et de leurs déchets. Le directeur régional de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri a tenu ce matin un point de presse. Objectif, la gestion des flux des élèves sortant du CM2 au niveau de la région. Je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse. Un des points forts de cette réforme, c'est l'opportunité qui est offerte aux parents d'élèves à travers les fiches de vœux de choisir les filières dans lesquelles ils souhaiteraient voir leurs enfants poursuivre leurs études.
Pour cette première année de mise en œuvre de cette réforme, il y aura tout naturellement les collèges d'enseignement général qui vont accueillir, comme par le passé, une bonne partie des flux d'élèves sortant du CM2. Puis, à l'échelle de la région, il est prévu la création et l'ouverture d'un collège d'enseignement général et technique au niveau de chaque département. Et puis un mot de sport avant la partie magazine de ce journal. Lancement officiel hier après-midi au stade municipal de Niamey de la 4e édition du tournoi national RTL Jeunes Talent 2014 organisé par l'opérateur de téléphonie mobile RTL Niger. Compte rendu Zakou Dagra et Imran Meiga. Promouvoir le football à la base et surtout permettre l'émergence de jeunes talents, tels sont les objectifs recherchés par l'opérateur de téléphonie mobile RTL Niger à travers l'initiation de la compétition dénommée RTL Jeunes Talents qui est à sa 4e édition. Cette occasion qui permet aux jeunes footballeurs de se frotter au ballon. Le directeur général d'RTL Niger, Alain Kahacha, a pris la parole au nom du groupe Parti pour encourager les jeunes à persévérer dans la pratique du sport. Vous avez été identifiés comme dignes représentants de vos régions respectives à l'issue des éliminatoires organisés par des professionnels du football. Je me dois, en tant qu'initiateur de ce programme, de vous adresser mes vives félicitations au nom d'RTL Niger. Vous permettre de vivre votre passion pour le football, dans la solidarité, le fair play et surtout, vous faire profiter de ces instants de plaisir, ainsi est l'objectif que nous, RTL Niger, nous nous sommes fixés. Le football au Niger est dans une phase de renaissance, grâce à un travail bien structuré de la FENIFOOT et du soutien des autorités. Il vous revient à vous, jeunes footballeurs d'aujourd'hui, de lui donner un coup d'accélérateur pour faire demain de notre pays une grande nation de football. Quant au représentant de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, il a relevé les attentes de tous les acteurs du football nigérien à l'issue de cette compétition. Ce tournoi qui est annuellement organisé par la Fédération nigérienne de football et la société RTL Jeunes Niger SA vient de connaître une évolution notable dans la mesure où il vise cette fois-ci un double objectif. Constituer une équipe représentative de RTL Niger au championnat d'Afrique RTL Jeunes Talents qui aura lieu du 25 au 30 août à Libreville au Gabon. Le représentant du ministre des Sports a pour sa part remercié RTL Niger pour cette heureuse initiative qui permet de détecter des jeunes talents qui porteront sûrement haut les flambeaux du football nigérien. Un match de gala entre l'équipe nationale de moins de 17 ans en rouge et la sélection des 3 premières éditions, qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout, a marqué le lancement officiel de cette 4e édition d'RTL Jeunes Talents, qui mettra aux prises les équipes de 8 régions du Niger. À l'issue de ce tournoi, une sélection nationale sera mise en place en vue de la compétition sous-régionale. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à l'intervention du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable le 3 août dernier lors de la commémoration de la fête de l'arbre. À cette occasion, l'opération Un village, un bois a été lancée. D'autres précisions dans ce commentaire signé Rachida Altiné. Très bonne réception et au revoir. Couplé depuis des décennies à la célébration de la proclamation de l'indépendance du Niger qui a eu lieu le 3 août 1960, la fête de l'arbre commémorée ce 3 août 2014 est placée sous le thème « Contribution de l'arbre à la résilience des populations face au changement climatique ». L'objectif de cette fête est d'inviter les populations à planter ou entretenir des arbres. Ce thème répond parfaitement aux grands défis que connaît la région, à savoir le déboisement des plateaux ceinturant la ville de Niamey avec son cortège d'importants ravitaillements occasionnant d'office l'ensablement du fleuve Niger qui a pour conséquence directe
l'exposition des populations aux inondations consécutives. Il s'inscrit aussi dans l'entretien de l'économie locale et surtout les activités génératrices de revenus, telles que la promotion de la filière Moringa et le développement de la foresterie urbaine et périurbaine dans le cadre de l'ambitieux programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mahamadou Issoufou. J'ai cité Niamey Niala, notamment en sa composante aménagement paysager. C'est pour cette raison que je lance un appel à tous les maires et aux promoteurs de l'immobilier d'insérer dans la viabilisation de leurs projets la promotion de la foresterie urbaine et les aménagements des espaces verts pour offrir une meilleure résilience aux populations. Le territoire du Niger est constitué à 80% du Sahara et du Sahel. Et chaque année, le désert progresse de 200 000 hectares. Malheureusement, seule une bande au sud du pays est verte, car depuis 1990, la forêt a perdu un tiers de sa surface et ne couvre plus qu'1% du pays. Cette fête, c'est donc l'occasion pour les pouvoirs publics de sensibiliser les populations en les invitant à planter un arbre afin de limiter les effets de la désertification. L'homme est l'arbre remède de l'homme, nous enseigne la sagesse de nos frères Wolof du Sénégal. C'est dans ce sens que le ministre de l'Environnement est largement revenu sur le caractère indispensable de l'arbre pour les communautés. Comment parler de l'arbre sans mentionner son rôle dans le maintien de la sécurité physique des populations et le maintien des relations sociales entre les individus et les communautés? N'a-t-on pas coutume de dire qu'en Afrique, tout se décidait sous l'arbre à palabres, donnant ainsi à l'arbre tout son symbolisme? Du fait de son rôle en matière de protection et de maintien de la fertilité des sols, de création des revenus monétaires et de fourniture de compléments alimentaires et nutritionnels, l'arbre contribue à améliorer la résilience des populations au changement climatique et à la désertification. C'est certainement en reconnaissance de ce rôle éminemment important de l'arbre et des ressources naturelles en général dans la vie des populations que la Constitution de la 7e République, en son article 35, fait obligation à l'État de protéger l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures et aux citoyens de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel ils vivent. L'arbre procure des matières premières pour un grand nombre d'industries. Il joue aussi un rôle économique important. L'arbre est également considéré comme un bien commun car il participe à l'atténuation de la pollution de l'air, à la réduction des effets du changement climatique et surtout à constituer un puits de carbone. Au Niger, en temps normal comme en période de crise, les ménages ont toujours recours aux feuilles et aux fruits de plusieurs espèces forestières comme complément alimentaire. De même, les forêts constituent des aires de parcours pour le bétail et le fourrage aérien contribue pour 25% dans l'alimentation du bétail. Par ailleurs, comment évoquer les énormes services rendus par les forêts sans mentionner le rôle irremplaçable des arbres dans l'absorption des gaz à effet de serre, dans l'oxygénation du milieu, dans la protection des sols et des plans d'eau, dans le maintien et l'amélioration de la fertilité des terres et conséquemment dans l'amélioration des rendements agricoles et des productions pastorales. À ce sujet, des travaux scientifiques ont démontré qu'au Niger, en matière d'agroforesterie, l'azote et le phosphore disponibles sous l'épée du Féderbia albida, conformément appelé GAO, sont estimés à 200% et 30% supérieurs à leur teneur dans l'espace ouvert, ce qui permet d'améliorer la production de mil de 26% pour l'azote et 13% pour le phosphore. Au XXIe siècle, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur. Elle constitue d'ailleurs l'un des 3 piliers du développement durable et le 7e des 8 objectifs du millénaire pour le développement. C'est donc ce souci de la préservation de l'environnement qui a amené le ministère de l'Environnement, sous l'impulsion des autorités de la 7e République, à prendre plusieurs dispositions. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous votre impulsion et sous la clairvoyante et sage coordination de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef de gouvernement, l'on peut dire sans risque de se tromper que beaucoup de choses ont été faites et sont en cours en matière de protection de l'environnement. En effet, depuis votre accession à la tête de la magistrature suprême,
mon département ministériel, avec l'appui de l'État et ses partenaires, met en œuvre des actions ardues de restauration et de préservation de l'environnement, actions inspirées de votre ambitieux programme de renaissance pour le Niger et plus particulièrement du plan d'action de l'initiative 3N. Les importants résultats enregistrés largement publiés en avril dernier à l'occasion de l'exercice novateur de présentation du bilan annuel de l'action gouvernementale sont très encourageants. En effet, ces actions ont permis une amélioration très significative de notre base productive par l'augmentation des terres de culture, le renforcement et la sécurisation de nos parcours. Elles ont également permis au plan socio-économique la distribution de 35 milliards de francs CFA de revenus aux populations et la création de 100 000 emplois ruraux de 6 mois, contribuant ainsi à réduire de manière significative l'exode et le chômage en milieu rural. Votre engagement personnel dans le suivi de la mise en œuvre de l'initiative 3N et de son plan d'accélération à travers les réunions régulières du comité interministériel d'orientation CIO, ainsi que votre participation active et constructive aux débats nationaux et internationaux en matière de protection de l'environnement et du développement durable, nous rassure et nous encourage dans cette lancée. Votre engagement vis-à-vis de l'initiative panafricaine du programme de la Muraille verte en est la parfaite illustration. Ce combat de la préservation de l'environnement est un combat de longue haleine du fait des impacts de l'homme sur l'environnement. Malgré donc ces importants résultats enregistrés, beaucoup reste à faire, a souligné le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, Adamou Chefou. Ces résultats palpables représentent des raisons d'espérer et de redoubler d'efforts, car le combat contre la désertification et le changement climatique est un combat de longue haleine et d'engagement volontaire et permanent de tous les citoyens. Monsieur le Président de la République, malheureusement, il nous revient que, de plus en plus, quelques concitoyens, souvent guidés par leur intérêt individuel, remettent quotidiennement en cause ces acquis durement obtenus en matière de reboisement et de conservation de notre patrimoine naturel. En effet, face aux multiples rôles de l'art que j'évoquais tantôt, et aux sacrifices coûteux consentis par l'État et ses partenaires pour la restauration de notre environnement, comment ne pas s'offusquer vis-à-vis de certains comportements et actes posés souvent par nos concitoyens? Nous sommes ainsi au regret de constater que le développement urbain de notre pays se fait le plus souvent au détriment de l'arbre, qui a perdu tout son symbolisme d'antan et oubliant la célèbre maxime de Chateaubriand qui dit, je cite, « Partout où l'arbre a disparu, l'homme a été puni de son imprévoyance. » La présente cérémonie officielle de plantation m'offre donc l'occasion d'inviter mes concitoyens à un examen de conscience pour renoncer à cette voie destructive du patrimoine commun de la nation pour emprunter le train de la Renaissance. La 39e édition de la fête de l'arbre a été marquée par le lancement de l'opération Un village en bois, dont le président de la République a donné le coup d'envoi au niveau du camp de la gendarmerie nationale 6 au quartier Kwaratagui de Niamey. Un projet environnemental fort qui se veut une réelle expérience écologique, s'inscrivant dans une démarche durable et de bien-être. J'ai le plaisir de vous informer solennellement que conformément à la décision du Conseil des ministres du 22 juillet 2014 et au message à la nation du président de la République, chef de l'État en date du 2 août 2014, du lancement officiel d'un vaste programme intitulé « Un village, un bois ». Du reste, le choix de l'école de la gendarmerie nationale pour abriter la présente cérémonie officielle des plantations procède de cette ambition. Relever les défis environnementaux dans un pays sahélien en proie aux menaces de la désertification, du changement climatique, c'est aussi un combat pour l'indépendance. L'arbre en milieu urbain est avant tout source de bien-être physique et de santé mentale des populations. Les actions du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable doivent donc être soutenues et surtout appuyées.